docteur Dembélé, tout le monde attend. Manifestement, les Sénégalais sont décidés pour que justice soit faite dans cette affaire-là. Alors, si les attentes de la population ne sont pas satisfaites, quelles vont être les conséquences à votre avis? Alors, d'abord, la pression est tellement forte que je pense que le régime va lâcher de l'Est. Mais, je vous disais tout à l'heure que le président Macky Sall est dans une situation inconfortable. Il veut briguer un troisième mandat contre la Constitution, mais dans le même temps, il est acculé par cette Cour des comptes. Il sait que, eux, ils savent, lui et ses partisans, savent que si le rapport de cette Cour des comptes est passé par perte et profit, et qu'une fois encore, on laisse passer des abominations de ce genre-là, ça va leur coûter cher sur le plan politique. Même s'ils forcent, avec la complicité du Conseil constitutionnel, pour se présenter illégalement, ça risque de lui coûter excessivement cher. C'est-à-dire qu'il va être battu, il va être humilié, et nous l'espérons. Donc, je crois que ce rapport est venu à son heure. C'est-à-dire pour exposer tous les méfaits, toute cette gouvernance qu'on nous avait promise comme vertueuse, etc., sobre et transparente, mais qui est aujourd'hui une gouvernance scabreuse, une gouvernance très sombre. Et je crois que ce rapport a exposé la vraie nature de cette gouvernance-là. Et Macky Sall est au pied du mur, il est acculé, et il sait que s'il n'y a pas de poursuite, s'il force, ça va lui coûter cher sur le plan politique. Donc, c'est un dilemme qui est entre ses mains. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Très bien. Alors, docteur Dembélé, il se trouve, comme vous l'avez rappelé à l'entame de cette discussion, que ce n'est pas la première fois que des rapports sont sortis et qui ont épinglé des personnalités, mais il ne s'est rien passé absolument. Et même sous le régime qui a précédé Macky Sall. Qu'est-ce qui va expliquer que cette fois-ci, on va sanctionner les gens et qu'on va aller réellement dans la bonne gouvernance? Non, vous savez, ce rapport est peut-être différent des autres. En quoi? En ce sens que c'était des fonds destinés à lutter contre le coronavirus et pour la relance économique. Parce qu'il y a des milliers ou des millions de personnes qui, pendant le confinement, ont perdu leurs revenus. On n'avait aucun espoir de trouver des revenus. Or, ces fonds étaient destinés à aider ces personnes, d'abord à soigner les malades, à faire face à la pandémie sur le plan sanitaire, et ensuite à aider surtout les familles les plus vulnérables. Et c'est ça, là où se trouve le scandale. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien reçu. Des personnes vulnérables qui disent qu'elles n'ont rien reçu. Ou alors ce qu'elles ont reçu était dérisoire par rapport à ce qu'on leur avait promis. Mais qui se rendent compte aujourd'hui qu'une bonne partie de cet argent qu'elles auraient dû recevoir a été détournée par des ministres, par des DAGE. Le scandale est énorme. C'est pourquoi, vous savez, ils sont dans l'embarras. Alors qu'auparavant, c'était peut-être des dépenses gouvernementales, c'était des projets pour lesquels on détourne des millions par-ci, par-là, et on ferme les yeux. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et d'autant plus que, comme je vous ai dit au début, une bonne partie de cet argent a été octroyée par ce qu'on appelle les partenaires au développement, qui sont là, qui sont aussi scandalisés que nous. J'ai écouté pendant le week-end le représentant de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui disait qu'il était sans voix quand il a entendu parler des rapports. Ça doit être la même chose pour ses autres collègues du système des Nations Unies. Oui, parce que les 731 milliards est mobilisé à l'interne par les différents acteurs du privé, des bonnes volontés, et 551 milliards par ses partenaires techniques et financiers. Dans tous les cas, c'est que l'État a mobilisé moins que les bonnes volontés et les partenaires techniques et financiers. C'est ça. Et c'est ça, ça fait une grande différence par rapport auparavant. Auparavant, c'était le budget de l'État qu'on dilapide par-ci, par-là. On dit que c'est le budget de l'État. Bien que ce soit les contribuables qui payent ce budget-là par les impôts. Mais ici,
c'est de bonne volonté. Et il y avait une finalité stricte, c'était de sauver des vies humaines et de permettre à des personnes vulnérables de pouvoir s'en sortir. Et on se rend compte que ces milliards ont été détournés à des fins personnelles. Alors, finalement, est-ce que le risque, c'est qu'à l'avenir, lorsqu'on sera davantage dans une autre situation d'urgence et que l'État fait appel à tout le peuple des partenaires pour participer à la solidarité nationale, est-ce que les gens vont avoir de scrupules à vouloir participer parce que ça ne va pas où c'est supposé aller? Excellent. Il y a ce risque-là. Excellente question. D'ailleurs, vous savez, quand le président Macky Sall avait appelé tous les leaders, vous vous rappelez, à venir au palais pour faire une sorte de consensus, pour créer une sorte de consensus national sur cette crise, même des gens qu'on ne croyait pas sont allés. Khalifa Sall, Sonko, ils sont tous allés parce qu'ils se disaient quand même que c'est une cause nationale. Mais certains d'entre eux avaient mis en garde. Ils avaient mis en garde en disant il faudrait que cet argent soit dépensé, soit mobilisé, aille rationnellement et aille vers les besoins qui ont été identifiés. Donc, et j'ai vu Sonko quelque part qui dit les faits m'ont donné raison parce que j'avais soulevé ce problème avec le président Macky Sall et d'autres de la société civile. Alors, votre question, elle est tellement pertinente parce qu'au fond, la prochaine fois, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, ces fonds seront utilisés à bon escient et qu'il n'y aura pas de détournement? Parce que rien ne nous le garantit. Raison de plus pour frapper fort. Voilà, raison de plus pour frapper fort. Et nous espérons, moi personnellement, j'espère qu'avant ça, il y aura un autre régime qui sera plus vertueux cette fois-ci et qui respectera les Sénégalais et que ce régime-là sera balayé en 2024. Ça, c'est mon point de vue. En Afrique et en général, peut-être le Sénégal n'est pas un cas marginal. Quand il y a élection, on parle de gouvernance, la bonne gouvernance. Finalement, c'est un slogan creux. Pourquoi on ne peut pas peut-être ressembler à ceux qui la pratiquent réellement, c'est-à-dire les pays scandinaves, où le fonctionnaire n'est pas quelqu'un de privilégié, où le ministre peut aller au boulot à pied presque, où tous les fonctionnaires, les ministres se mettent au même niveau que voilà, les populations et ils gèrent, ça fait des dépenses somptuaires. Alors, nous on parle, on ne le fait pas. Non, vous savez le slogan « bonne gouvernance », c'est plus pour les partenaires étrangers que pour le peuple lui-même. Je l'ai toujours dit. Les gouvernements africains parlent de bonne gouvernance pour rassurer la Banque mondiale, le FMI, pour rassurer l'Union européenne, pour rassurer les États-Unis, ce qu'ils appellent leurs partenaires. Mais ça n'a rien à voir avec le respect dû à la population, le respect c'est-à-dire la bonne manière de gérer les deniers publics. Parce que vous savez, dans nos pays, pratiquement dans tous nos pays, la politique est vue comme un fonds de commerce. La plupart des gens entrent en politique pour s'enrichir. Au Sénégal, c'est ça. La plupart des gens entrent en politique pour s'enrichir. Et donc, une fois qu'ils sont là, tous les moyens sont bons, pendant qu'ils sont au pouvoir, pour s'enrichir. Parce que, vous savez, moi, je me suis dit, comment un président, dans un pays qui est dit pauvre, peut-il se targuer d'être milliardaire? Ça n'a pas de sens. Et j'ai écrit quelque part, il y a 2 ou 3 ans, un fonctionnaire, quelqu'un qui n'a travaillé que dans la fonction publique, dans le secteur public, que ce soit dans une société étatique ou au niveau du gouvernement, s'il dit qu'il est milliardaire, c'est qu'il a volé. Point. Il n'y a pas 3 ou 4 chemins. C'est quelqu'un qui n'a travaillé que dans le secteur public. S'il est milliardaire, c'est qu'il a volé. Un milliardaire, c'est quelqu'un peut-être qui est dans le secteur privé. Et encore, on sait que même dans le secteur privé, des fois, il faut tricher avec les lois pour être milliardaire. Et par conséquent, tant que cette culture de la prédation existe au niveau des politiques, malheureusement, ce genre de situation va se reproduire. Il faut éduquer. Il y a l'éducation, mais il y a aussi
la qualité de leadership. Moi, je dis, regardons Thomas Sankara. Nous avons besoin de Thomas Sankara. Voilà un jeune qui, en 3 ans, par son comportement, vis-à-vis du denier public, vis-à-vis de son peuple, a démontré qu'on pouvait changer l'Afrique. Il a fait du sobre et vertueux. Voilà. Sobre, trop vertueux même. Trop vertueux. Et c'est pourquoi c'est un exemple. Tout le monde pleure Thomas Sankara. Parce qu'il a démontré en 3 ans. Il n'a pas fait 10 ans pour le démontrer en 3 ans. Quand même, c'est des exemples. Et donc on se dit, tant que les gens n'ont pas cette culture qui a conduit Thomas Sankara à prendre ses positions, tant qu'ils ont en tête de se remplir les poches avant de quitter le pouvoir, d'avoir des villas en Europe ou d'avoir des immeubles de 10-12 étages dans leur propre pays, tant que cette culture-là existe, on ne pourra jamais nous débarrasser de ce genre de situation.